Bienvenue dans cette édition. Au menu, colloque scientifique de l'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC. C'était ce samedi 2 juin 2018. Au menu de ce colloque, les 25 ans de la Cour constitutionnelle au service du peuple béninois. Les détails à suivre dans cette édition. L'Association des présentateurs live et animateurs radio-télé du Bénin, désormais en réseau. Leur association a été créée ce 1er juin 2018 au Conservatoire Cotonou à l'issue d'une assemblée générale. Et puis, hors du Bénin, au Burkina Faso, une marche de protestation contre les OGM. Plusieurs associations de défense de droits et un réseau d'agriculteurs sont contre l'introduction des OGM dans ce pays. Vous aurez leur compte rendu ou leur dénonciation dans cette édition également. Et dernière fois, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La Cour constitutionnelle du Bénin célèbre ses 25 ans d'existence, un quart de siècle qui coïncide avec la fin de la mandature d'une génération qui entretient des liens intimes avec la Constitution de février 1990. Pour marquer l'événement, l'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC a organisé un colloque scientifique ce samedi 2 juin 2018. Les échanges ont porté sur le thème « La Cour constitutionnelle dans le temps, un quart de siècle au service de l'État de droit ». Suivez quelques propos recueillis à cet effet. 25 ans, c'est l'âge adulte, c'est l'âge de la maturité, l'âge où l'on peut, que dis-je, l'on doit marquer une pause pour faire le point sur ses forces et faiblesses afin de prendre un envol toujours plus assuré vers des attitudes encore plus élevées. Cette vérité, les juges de la mandature qui tire à sa fin l'ont comprise très tôt. En conséquence, ils se sont attelés avec ardeur et enthousiasme à la tâche de célébrer avec l'éclat que pareil événement mérite, le quart de siècle d'existence de la haute juridiction constitutionnelle de notre pays. Mais les circonstances adverses de la vie politique de notre pays nous ont obligés à renoncer à notre ambition et à faire contre mauvaise fortune bon cœur. L'ABDC, en prenant le relais, tenait par son initiative à exprimer à la Cour, nous vous avez dit, sa félicitation pour la qualité des décisions rendues depuis 25 ans et singulièrement depuis ces 10 dernières années. Des décisions qui ont contribué à la consolidation de l'état de droit dans notre pays et assuré le rayonnement de notre Cour constitutionnelle en Afrique et dans le monde. Nous tournons une page parce que jusque-là, la justice constitutionnelle au Bénin a été dite, a été sédimentée par ceux qui ont eu le privilège et l'honneur d'être à la fondation de cette République. Un privilège immense, un honneur pour la juridiction d'avoir pendant tout ce temps eu à l'intérieur, parfois comme membre et souvent comme président, ceux qui ont tenu le stylo et écrit la Constitution de 1990. Aujourd'hui, nous tournons une page. C'est fini. Une autre génération prend la main. Et nous espérons, nous osons espérer que cette génération sera à la hauteur, que cette génération prendra le relais de ce qui a été fait jusque-là pour veiller à ce que les grandes options dégagées à la conférence nationale soient respectées dans la jurisprudence de la Cour et que la Cour, c'est ce que dicte notre histoire, que la Cour constitutionnelle continue de veiller à ce que, au Bénin, plus jamais, l'on ne retourne à un ordre combattu par l'ensemble de notre peuple. La Cour y a veillé jusque-là. On n'est jamais totalement d'accord. Moi-même, j'ai des divergences avec la Cour sur certaines décisions, et chacun ici. Mais nous sommes d'accord au total que 25 ans après, le gardien de la paix, le gardien de la stabilité, c'est la Cour constitutionnelle du Bénin.
Mais écoutons à présent la déclaration des représentants d'institutions suivie de celle du professeur Martin Bléou sur les 25 ans d'anniversaire de la Cour constitutionnelle. Ils sont au micro de Fréjus Seroulan et Denis Marouya. Les décisions du juge béninois ont été saluées et même reprises par d'autres cours comme celle de Madagascar récemment dans une décision historique. C'est la preuve que le juge béninois est regardé, est scruté et que son action est bien entendu dans la perspective de la consolidation de l'état de droit. L'exemple de la Cour constitutionnelle du Bénin montre ce qu'une institution forte peut faire pour nous en Afrique. Mais en même temps, on a eu la chance que la Cour constitutionnelle, depuis son début, a été dirigée par des hommes forts et intègres. Et c'est ça que nous sommes ici pour célébrer aujourd'hui. La Cour a traversé et traversera encore, comme beaucoup d'autres cours africaines et européennes, des moments difficiles. Nous savons que c'est le prix à payer pour la démocratie. L'on se demandait si, dans le contexte africain, une institution juridictionnelle pouvait s'affranchir de toute soumission à l'égard du pouvoir politique dominant, étouffant et même anthropophage, en ce qu'il a pour caractéristique de dévorer les autres pouvoirs ou institutions. La gageure fut tenue par la Cour constitutionnelle béninoise à bien des égards. Tout d'abord, l'observateur constatait avec admiration, non sans quelques surprises, l'indépendance exprimée par la Cour constitutionnelle dans le contrôle de constitutionnalité de la loi organique ou ordinaire. Mais, chemin faisant, les quelques 3000 décisions rendues par la Cour constitutionnelle depuis son entrée en fonction n'ont pas toutes reçu l'adhésion de tous. Désormais, la Cour constitutionnelle n'a pas que des admirateurs et laudateurs, elle compte aussi des pourfendeurs ou contempteurs qui ne manquent pas de s'interroger. L'association des présentateurs live et animateurs radio-télé du Bénin a été portée sur les fonds baptismaux ce 1er juin 2018 au Concerto à Cotonou. C'était à la faveur d'une assemblée générale constitutive. Au terme de ces assises, l'association a mis sur pied un bureau exécutif national présidé par Jibril Souleymane. Reportage Aristide Seti. C'est par la mise en terre des plans ce 1er juin 2018 à Family Beach à Cotonou qu'ont démarré les activités allant dans le cadre de la naissance de l'association des présentateurs live et animateurs radio et télé du Bénin à PLAB. Venus des 12 départements du Bénin, ces hommes et femmes du micro réunis en Assemblée générale constitutive ont non seulement amendé et adopté les statuts et règlements intérieurs de la PLAB, mais aussi élu un bureau exécutif de 7 membres présidé par Djibril Souleymane, alias Soultou Soul, de la liste Espoir, pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Le bureau élu s'est assigné comme mission principale de former la jeune génération afin de relever le niveau de l'animation au Bénin. Nous pensons que l'animateur peut être, j'allais dire, un entrepreneur. Et c'est pour cela que nous allons inviter ceux-là qui forment les gens au développement et tout, les formateurs. Ils vont nous former à devenir des entrepreneurs. Ça fait 1. De 2, je pense que nous allons créer la maison des animateurs. La maison des animateurs, on aura nos bureaux, on aura une scène sur laquelle les gens viendront répéter. Parce que on n'a pas une école de formation ici au Bénin. Et je ne crois pas que ça existe dans la sous-région. Donc, les aînés auront des filleuls qu'ils vont former. Donc, je crois qu'au bout des 2 premières années, on pourra quand même former assez d'animateurs et on aurait quand même, en le faisant, relever le niveau de l'animation. Gilles Odilon Yakoubou, président du comité de contrôle élu, n'a pas manqué de mettre un accent sur l'importance et la nécessité de ce regroupement. Aujourd'hui, les animateurs live, présentateurs live, animateurs radio-tv ont compris qu'il fallait se mettre ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, nous le devons à tous ces animateurs, chacun d'eux dans leur position, tous ceux-là qui ont travaillé
pour que cette assemblée constitutive puisse se tenir dans la paix et dans la bonne ambiance. Vous avez eu l'opportunité de voir aujourd'hui qu'on a même réconcilié des frères ennemis depuis beaucoup d'années. On a pu les réconcilier ici aujourd'hui. C'est pour dire qu'il fallait que nous puissions franchir le pas. On devrait franchir le Rubicon. Je pense que l'association des présentateurs live animateurs radio-tv du Bénin vient de partir sur de bonnes bases. Les travaux de l'Assemblée se sont déroulés en présence du représentant du ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports. Maxime Dansou a félicité le bureau, l'invitant à travailler d'arrache-pied pour atteindre les objectifs de l'association. Le ministère en charge de la culture vient constater l'effectivité de ce qui se fait aujourd'hui et entend désormais travailler avec une structure et non avec des individus. C'est ce que je voudrais retenir de ce qui s'est passé ici. Et aussi, je voudrais inviter le bureau qui vient d'être élu à se mettre résolument au travail pour vraiment régler les problèmes qui se posent aujourd'hui à leur corporation et que nous ayons des interlocuteurs valables. L'Assemblée générale constitutive de l'Association des présentateurs live et animateurs radio et télé du Bénin APLAB a connu la présence de plusieurs anciens de cette corporation et a pu réconcilier deux aînés animateurs qui ne s'entendaient presque pas depuis de longues années. Retour dans cette édition sur la célébration de la journée nationale de l'arbre dans la commune de Zé. De jeunes plants ont été mis en terre au CG Tangbou-Djavier pour marquer la journée qui lance la campagne du reboisement. Reportage. Pendant que les manifestations officielles au plan national de la célébration de la journée de l'arbre ce 1er juin 2018 se déroulaient dans le département du Mono, au plan communal, la commune de Zé n'est pas restée en marge de cette célébration. Pour cette 34e édition, le maire Joseph Dangbenon et le conseil communal, les élus locaux, les autorités civiles, scolaires et militaires, les responsables de l'ONG Crédit ONG, sans oublier les parents d'élèves se sont rendus au CG Tangbou-Djavier pour sacrifier à la tradition. Joseph Dangbenon, maire de la commune de Zé, nous apporte beaucoup plus d'explications. Le mois de juin est consacré à la plantation d'arbres. Et le 1er juin, c'est le jour là où on lance la campagne de plantation des arbres. Et il s'agit de la 34e édition, depuis que le Bénin a décrété le 1er juin la journée nationale de l'arbre. Et c'est à cet événement que nous vous avions invité pour qu'on lance ensemble cette journée dans la cour du CG de Tangbou-Djavier. Arbre, économie verte et ville durable, c'est le thème de cette année. Un thème qui a une signification primordiale selon l'adjudant-chef Corentin Yangoui, responsable aux forêts et chasses de la commune de Zé. L'importance de la célébration de cette journée se trouve déjà dans le thème. Le thème dit arbre et économie verte, ville durable. Donc, et ça montre l'importance de la contribution de l'énergie des bois à la promotion des ressources naturelles. Très heureux du choix porté sur son établissement, Dieudonné Degla, directeur du CG Tangbou-Djavier, a rassuré de l'entretien dont les plans mis en terre bénéficieront. Toute la communauté scolaire du CG Tangbou-Djavier, bien sûr nos élèves en premier plan, avec les surveillants généraux, nous allons entretenir ces plans-là de manière à ce que les autorités qui sont passées ici aujourd'hui, en venant une autre fois, puissent savoir que cela a été bien entretenu et qu'ils puissent nous apporter autre chose de plus intéressant. Pour l'entretien, il faut de l'eau. De l'eau et protéger les plants contre les animaux qui divaguent là pour ne pas que ces plants soient broutés. C'est ce que nous comptons faire pour permettre à ces plants-là de survivre et de vivre dans notre collège ici. Celui qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement, dit-on. C'est ainsi que le cap est mis sur Aopa, une autre localité de la même commune, pour la mise en terre de 5000 plants fournis par l'ONG Crédit ONG, ONG qui accompagne la campagne nationale de reboisement.
Et maintenant, l'info du Bénin, plus d'un millier de manifestants ont dénoncé samedi à Ouagadougou l'introduction des OGM au Burkina Faso, défendant une agriculture saine et indépendante dans ce pays sahélien d'Afrique de l'Ouest. Majoritairement vertu de t-shirts rouges et noirs, les manifestants ont défilé au cœur de la capitale en scandant « OGM, on n'en veut pas ». Certains portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Stop à toutes ces manipulations génétiques et criminelles ». Des dizaines de femmes brandissaient des paniers de fruits et légumes bio pour soutenir une agriculture saine et indépendante. Réaction de quelques manifestants. Nous sommes debout ce matin. Camarades, le coton pété, on n'en veut pas, camarades. Nous avons l'honneur de vous remettre le mémorandum sur les OGM, cas du niébé pété et des moustiques génétiquement modifiés au Burkina Faso. Nous sommes tous concernés, tous citoyens burkinabés, parce que ça rentre dans l'alimentaire maintenant. Ce n'est plus la question du coton, le commercial, ce n'est plus l'économie. Maintenant, on rentre dans l'alimentation même des Burkinabés à travers le niébé bété que nous consommons énormément au Burkina. Et au-delà de ça, on parle même des moustiques OGM. Donc ça, c'est tout habitant. Même si on n'est pas burkinabé, on habite au Burkina, on sera concerné par la question des moustiques génétiquement modifiées. L'avènement probable du niébé bété va engendrer une intoxication alimentaire des peuples du Burkina. Ça va engendrer une dépendance des communautés de base. Ça va gréver l'économie locale parce que les multinationales qui vont mettre la toxine dans ce bété vont contrôler la technologie et ils vont les vendre aux différentes communautés de base. Ça va même créer un frein à la diversité biologique parce que les communautés de base ont des centaines et des centaines de variétés. Prendre une seule variété modifiée génétiquement, c'est pour tuer les autres variétés. Nous avons démontré avec des preuves à l'appui que les moustiques génétiquement modifiés va gréver la santé des Burkinabés parce qu'avec le forçage génétique qui va engendrer une modification du génome, l'organisme du moustique qui héberge le palu pourrait héberger des maladies comme l'Ebola, Sida et bien d'autres dont nous n'avons pas de réponse en amont. Nous avons démontré à l'intérieur le vide écologique que cela va créer. Nous avons démontré l'impact social et économique que ces moustiques-là vont engendrer. Et nous avons proposé des solutions. Et pour nous, les solutions, c'est toujours travailler pour les semences paysannes. Pour nous, la solution, c'est mettre en place une bonne politique d'assainissement. Et c'est à ce bout que nous allons lutter contre le palu. Ce samedi 2 juin, les forces de l'ordre sont intervenues dans plusieurs secteurs de la capitale malienne et ont tué dans l'œuf ce qui apparaissait comme une démonstration de force des opposants à l'approche de la présidentielle de juin prochain, malgré l'interdiction de manifester en raison de l'état d'urgence en vigueur. Suivez quelques manifestants bien à propos. Dans une démocratie, ce n'est pas une autorisation qu'on demande, mais c'est juste une information qu'on donne sur l'itinéraire et sur les objectifs de la marche, ce que nous avons fait. Malheureusement, ces autorités n'ont pas compris que quand on accepte de faire la démocratie, quand on prend la démocratie comme mode de gouvernance, on doit accepter tout ce qui va avec. Et ce qui va avec la démocratie, c'est des droits constitutionnels, comme le droit à la santé, comme le droit de manifester. C'est pourquoi ils ont commencé à matraquer. J'arrive de l'hôpital Gabriel Touré, des urgences, où deux principaux leaders du mouvement sont là. L'un, Étienne Fakaba Sissoko, perdu connaissance à la suite d'un matraquage sans nom à la Bourse du Travail tôt ce matin. Que la présidentielle à venir ne soit pas bâclée, c'est contre la fraude électorale programmée, c'est contre des élections bâclées, et deuxièmement, c'est pour libérer la radio et la télévision publique. Le président ghanéen leur avait demandé de changer la mentalité, d'arrêter de croire que l'Europe est l'Eldorado. Mais malgré ces remontrances et une croissance économique florissante au Ghana, les candidats au départ ne se démotivent pas. Reportage. Cette année, le Ghana devrait connaître un taux de croissance de plus de 8%, l'un des plus élevés au monde. Mais malgré ce chiffre flatteur, de nombreux Ghanéens sont prêts à tout abandonner pour tenter leur chance en Afrique du Nord, rêvant de rejoindre l'Europe dans l'espoir de trouver du travail. Ici, à Sunyani, dans le centre du pays, un centre d'information a été mis en place pour dissuader les candidats à l'exil. Nous avons recours à des documentaires, des images de ce qui s'est passé là-bas. Nous utilisons ces documents pour les sensibiliser et leur dire que ce n'est pas facile en Libye et encore moins d'aller en Europe. Rien n'est facile là-bas, comme ils le pensent. L'échec de nombreux migrants à traverser le désert pour rejoindre la Libye ne décourage pas les nouveaux aspirants. Ernest est mécanicien, il a passé 20 ans en Libye
il est prêt à y retourner. Me dire que c'est dangereux, mais au Ghana, c'est tout aussi dangereux parce qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi rester ici? J'ai des enfants, ma mère et ma famille. Je sais qu'il y a un danger, mais si je n'y vais pas, où vais-je trouver de l'argent et du travail? Albert est diplômé depuis 5 ans, mais il n'a pas réussi à décrocher un emploi stable. Son père et son frère sont déjà partis en Libye. Il économise pour les rejoindre. Si vous savez que vous venez d'un milieu pauvre, la seule chose que vous pouvez faire, c'est aller en Europe pour changer de famille et de vie, à condition seulement de ne pas se faire tuer ou de se noyer en mer. Le Ghana a récemment lancé un vaste programme visant à offrir 100 000 emplois à la jeunesse. Comme beaucoup de ses amis, Bismarck a déjà postulé. C'est un programme pour les diplômés et le salaire maximum que vous pouvez gagner est de 130 €. Je pense que c'est la meilleure approche pour soutenir les chômeurs au Ghana pendant un certain temps. Le président ghanéen a déclaré vouloir prouver au monde que le Ghana et l'Afrique peuvent se développer sans aide extérieure. Il devra avant tout convaincre ses concitoyens de croire en l'avenir de leur pays. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a prêté serment ce samedi devant le Parlement. Il a ainsi entamé un deuxième mandat de 4 ans à la tête du pays. La prestation de serment de Sisi devant les membres du Parlement et du gouvernement a été saluée par 21 coups de canon. Le chef de l'État s'est dit déterminé à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à redresser l'économie. Il a également assuré que l'éducation, la santé et la culture seraient en tête de ses préoccupations. Maintenant, on fait un tour aux États-Unis avant de boucler cette édition. Un an après l'annonce par Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et quelques mois après l'ouragan Irma, le changement climatique est une réalité quotidienne en Floride. Reportage. Il y a 9 mois, l'ouragan Irma balayait l'archipel des Keys en Floride. Dans ce quartier, près de 3000 maisons ont été sérieusement endommagées. Depuis, seules quelques familles ont pu reconstruire. Mon épouse venait d'hériter d'une maison, un mobil-home qui appartenait à sa mère, ici, et il a été complètement détruit. Notre voisin est parti, il ne reste plus que 3 maisons habitables sur ce pâté de maisons. Toutes les autres ont été complètement détruites. Bâtir une nouvelle maison s'avère souvent trop cher pour les habitants. Leurs besoins, des projets d'habitation pas chers, capables de résister aux ouragans. Les gens n'ont pas les moyens d'habiter ici et c'est toute l'économie qui est en jeu. Les serveurs dans les restaurants, les managers, l'ensemble de l'économie du tourisme qui fait vivre la population locale. Les côtes surpeuplées de Floride sont parmi les plus vulnérables du pays. Montée des eaux, inondations et ondes de tempête, autant de menaces grandissantes pour les millions de maisons construites sur le littoral. On prévoit une accélération de la fréquence et de l'intensité des tempêtes violentes à cause du changement climatique. Les prévisions pour cette saison-ci sont déjà de 10 à 16 tempêtes ou ouragans et probablement 1 à 4 tempêtes violentes. Pour ceux qui travaillent sur le terrain, la pression monte. On est encore plus vulnérable maintenant parce qu'il y a des gens qui habitent toujours dans les camping-cars ou des caravanes en attendant que leur maison soit réparée. Il y a encore des toits endommagés par Irma. On prend tout ça très au sérieux maintenant qu'on entre dans la saison des ouragans de 2018 et on compte réagir beaucoup plus rapidement et à beaucoup plus grande échelle que d'habitude. Il y a un an, Donald Trump a annoncé son retrait de l'accord de Paris sur le climat. Pour les habitants de Floride, cette décision ne fait que renforcer l'incertitude quant à l'avenir de la vie sur la côte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Puis retrouver les JT en langue locale Fond et à Isor à partir de ce lundi. Et c'est de tout le lundi à vendredi à partir de 16h. Donc ne ratez pas le rendez-vous avec Frédéric Espoir Oumambou, Jidas Renfort, Martin Koudenoupo et puis Samson Hockey. Au revoir.